Hello à toutes et tous, ben voilà, on se rejoint aujourd'hui pour ce 5e épisode de Décryptage. On va aborder différents sujets aujourd'hui, donc un peu un autre format que d'habitude. Ici, j'ai décidé de faire 3 sujets différents. On va parler de 3 sujets d'actualité, les investissements dans la défense, la question des plus-values et un sujet dont on parle un peu moins, mais qui en fait s'intègre dans la politique de l'Arizona, c'est le détricotement des conditions de travail des travailleuses et des travailleurs, et ici spécifiquement le cas du travail de nuit. Ça me paraissait intéressant, plutôt que de faire une longue interview, d'aborder comme ça les 3 sujets qui vous ont sûrement interrogé, sur lesquels vous avez peut-être des questions. N'hésitez d'ailleurs pas, si après le visionnage de ça, vous avez des questions plus techniques, vous les mettez en commentaire et on y répondra. C'est aussi ça l'objectif. Voilà, on commence. On va commencer aujourd'hui par les questions de défense. Et vous savez que la Belgique s'est engagée dans un plan absolument fou de vouloir passer les budgets de la défense jusqu'à 5% du PIB. Je vous propose qu'on commence par ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est un sujet qui a un vrai impact sur toute la question budgétaire. On est en train en fait de dilapider et de créer un trou abyssal d'une dette sans doute de près de 60 milliards d'euros qui va être absolument impayable pour la Belgique. Donc je crois que ça vaut la peine de commencer par ça. Monsieur le Premier ministre, d'abord on est content de vous voir. Ça fait 24 heures que dans cette assemblée, on discute du budget et on ne vous avait pas encore vu. On a l'impression que le pouvoir d'achat, les pensions, la santé, ça ne vous intéresse pas beaucoup. Et en même temps, quand on voit les chiffres, on comprend que vous rasiez les murs. Avant que vous arriviez, le déficit de la Belgique était de 23 milliards. Depuis que vous êtes Premier ministre, le déficit de la Belgique file vers les 40 milliards. Il a pratiquement doublé en quelques mois. Ça, peut-être, c'est un élément sur lequel on peut commencer par s'arrêter parce qu'il y a toujours dans l'imaginaire le fait que, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pendant toute la campagne électorale, la droite allait remettre de l'ordre dans les comptes publics. C'était la méchante gauche qui avait tout dilapidé depuis des années, à force de donner de l'argent aux pauvres, et qu'on avait très mal géré les finances publiques. C'est d'ailleurs le discours que Georges-Louis Boucher et le mouvement réformateur a eu aussi en Wallonie, et ainsi de suite. Et ce discours, il a percolé, mais il ne fait pas du tout l'épreuve des faits. Et on voit bien depuis la mise en place de tous les gouvernements qu'à la fois, c'est chaque fois dans des gouvernements libéraux que le déficit a été le plus augmenté, qui a créé une dette la plus importante. Dernière en date, c'était le gouvernement MRNVA, mais ici, rebelote. Alors vous allez me dire, ouais, mais ils sont encore là que depuis un an, ils n'ont pas eu le temps de faire des mesures. Sans doute. Mais en attendant, on voit déjà les choix qui se pointent. C'est-à-dire qu'en fait, on va dépenser tout un ensemble d'argent dans, en fait, tout un ensemble de niches, soit pour les plus riches d'entre nous, soit pour les plus grandes entreprises où on va diminuer leurs impôts. Le gouvernement a décidé de diminuer la dernière tranche imposable pour les plus hauts revenus. Donc, c'est-à-dire que les plus hauts revenus vont payer moins d'impôts. Et tout ça, évidemment, ça va amener à une seule conséquence, c'est qu'il va falloir couper dans les dépenses sociales de l'État parce qu'il n'y aura plus d'autres solutions. Et ici, on voit ça, en même pas un an, ils ont déjà presque doublé la dette. Et vous voulez ajouter à tout ça 20 milliards de dépenses militaires supplémentaires. C'est de la pure folie. De la pure folie. Alors de 2 choses l'une, Monsieur le Premier ministre. Ou bien, au sommet de l'OTAN, vous dites non. Non, on ne suivra pas les plans de l'OTAN. Vous faites comme le Premier ministre espagnol, socialiste, Pedro Sánchez, qui dit non. Ou bien vous avez au moins l'honnêteté de dire aux Belges qui va payer. Et c'est clair que c'est l'enjeu essentiel parce que dans les dépenses de l'État, il faut bien financer l'État d'une certaine manière. Alors ici, ils ont décidé, et c'est une décision qui franchement n'a aucun sens. D'ailleurs, quand on regarde même des questions d'experts militaires, tout le monde dit bien qu'aller investir 5% du PIB aujourd'hui dans l'armée belge, c'est inimaginable. On va même pas avoir les chauffeurs pour conduire les différentes nouvelles machines qu'on va acheter. On va pas être en capacité de produire les munitions. On a tout simplement plus assez de soldats. Bref, c'est une dépense qui a absolument aucun sens et elle est considérable. On a repris un petit peu ici les chiffres. En fait, vous savez que, et on va y revenir dans le sujet d'après, sur la taxe des plus-values, en échange de la taxe des plus-values, le gouvernement a décidé d'acheter 11 F-35 en plus. Ça rentre dans les investissements. Mais 11 F-35, c'est 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, c'est absolument considérable. On sait construire, ici, on avait refait le calcul, près de 5000 logements accessibles à un tarif sous les prix du marché pour ces 2 milliards d'euros. Donc on se rend bien compte que fondamentalement, ce que la droite est en train de faire, c'est les choix budgétaires. On nous explique toujours qu'il n'y a pas d'argent, qu'il faut faire l'austérité, mais quand il s'agit d'aller dans des choix budgétaires qui arrangent la droite, alors subitement, tous les cordons de la bourse lâchent jusqu'à être le plus absurde possible. Je le disais tout à l'heure, si on va jusqu'au bout de la logique de ces 5%, on va créer une dette de 60 milliards d'euros pour la Belgique. Mais surtout, il y a un enjeu de fond. Est-ce qu'on a aujourd'hui envie de devenir un État qui consacre des dizaines de milliards, 20 milliards ici, pour simplement la défense, comme objectif militaire? Est-ce qu'on a envie d'être un État qui consacre
autant d'argent à cela plutôt qu'à éduquer ses enfants, plutôt qu'à soigner l'ensemble de ses citoyens. Alors vous allez me dire, ouais mais on est bien obligé d'investir dans la défense aujourd'hui parce que la situation a changé. C'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait déjà décidé d'aller jusqu'à 2% du PIB à l'OTAN, parce qu'il est vrai qu'on est dans une situation géopolitique qui a dramatiquement changé, donc il ne faut pas faire semblant. Mais qui croit encore que la Belgique toute seule, avec sa petite armée, va être en capacité de se défendre dans la situation géopolitique dans laquelle on est? On a juste envie de développer à la fois un modèle anxiogène, parce que ça participe à ça. On voit aussi que tous les régimes totalitaires, tous les régimes autoritaires, ils ont toujours dans l'histoire commencé par augmenter les dépenses militaires et de manière absolument inconsidérée. Sous le modèle de la peur, sous le modèle de la crainte, sous le modèle en fait de la création d'ennemis. Et c'est là où on a aussi un choix de société au-delà de l'impact budgétaire. On ne peut pas consacrer autant d'argent à simplement une espèce d'alimentation d'un modèle infini qui va devoir s'auto-reproduire. Puisque ça, c'est l'autre réalité aussi, c'est quand on commence à dépenser dans la défense de manière aussi inconsidérée, en fait, c'est très difficile d'en sortir. C'est très très difficile d'en sortir. Et le propos du Parti socialiste, c'est de dire que budgétairement, c'est complètement irresponsable, mais aussi en termes de vision de société. Il ne faut pas être naïf. Bien sûr qu'on doit pouvoir s'armer face aux défis qui sont face à nous, mais on doit pouvoir faire ça de manière sérieuse et sereine. C'est-à-dire investir là où c'est nécessaire et se dire que la solution, de toute façon, la solution en termes de protection pour la Belgique, elle ne sera pas au niveau uniquement belge. Elle est alors dans une logique d'armée européenne, elle est dans une logique d'indépendance par rapport aux États-Unis. Bref, les choix qui sont posés, c'est irresponsable budgétairement, ça n'a aucun sens en termes de vision de société, et en plus de ça, la manière dont on le fait, c'est nous mettre dans une dépendance géopolitique encore plus forte aux États-Unis. C'est absolument ridicule. Bon, deuxième sujet du jour, la taxe des plus-values, et surtout ça. Georges-Louis Boucher qui nous raconte qu'il est inimaginable, c'est quoi son mot plus exactement, ahurissant, de voir des politiques se réjouir de taxer plus dans un pays où on taxe le plus au monde. C'est ça ses propos. Alors d'abord, est-ce qu'on taxe le plus au monde en Belgique? On peut discuter de ça indéfiniment, mais oui, effectivement, on est un État qui est particulièrement taxé. Alors j'ai pas réussi à trouver de graphique qui était à jour en Belgique, mais je vous ai pris un graphique qui est français, mais la situation est pire en Belgique, puisqu'on taxe encore un peu moins la richesse en Belgique qu'en France. Et en fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est précisément ça. Là. Les ultra-riches, là, les gens qui sont dans du 99e pourcent au 100e pourcent, donc dans le pourcent les plus riches, là, vous voyez la courbe, là, c'est la taxation des gens. En fait, plus on est riche, moins on paye d'impôts. Et c'est vrai en France, c'est encore plus vrai en Belgique, puisqu'en plus, on n'a pas les impôts en Belgique, on n'a pas les impôts sur la fortune. Donc, est-ce qu'on taxe beaucoup en Belgique? Oui. Mais est-ce qu'il est ahurissant de voir instaurer une nouvelle taxe? Non, ce qu'on veut, ce qu'il faut faire, c'est réorganiser l'impôt. C'est aller taxer proportionnellement plus ici pour pouvoir baisser là. Ce qui est ahurissant, c'est de voir aujourd'hui le MR, le mouvement réformateur, ne pas vouloir avoir un impôt juste. Ce qui est ahurissant, c'est de voir le mouvement réformateur qui a expliqué à tout le monde qui voulait défendre les travailleurs, ne pas vouloir baisser l'impôt des travailleurs et aller rechercher l'argent dans les plus-values, par exemple, des personnes les plus riches. Ce qui est ahurissant, c'est de voir le mouvement réformateur se suffire, estimer juste et estimer nécessaire de ne rien faire que d'avoir une inégalité de l'impôt qui est absolument remarquable. C'est ça qui est ahurissant. Ce que nous voulons au Parti socialiste, c'est évidemment pouvoir baisser la taxe sur le travail, que les travailleurs et les travailleuses payent moins d'impôts parce que c'est clair qu'en Belgique, ils en payent trop et trop vite. Mais pour ça, il faut aller chercher l'impôt et l'argent là où il est, c'est-à-dire auprès des plus riches et effectivement sur leur patrimoine. Alors est-ce que la taxe des plus-values, c'est une bonne nouvelle là-dedans? C'est un premier pas. C'est un premier pas parce que la taxe des plus-values, oui, ça va aller toucher le patrimoine. Ça va aller chercher ce que les gens ont mis en bourse, l'argent qui a été investi. Le problème, c'est que ça rate complètement sa cible parce que d'abord, il y a eu plein de niches fiscales qui ont été mises en place pour protéger. Si vous faites ça via une entreprise, donc si toutes vos actions sont directement dans une entreprise, vous ne payerez rien. Mais vous, moi, la classe moyenne, pour ceux qui investissent, on met un petit euro par-ci, un petit euro par-là. On passe souvent en plus par des personnes qui peuvent nous aider, une banque et ainsi de suite. Donc, par contre, cette classe moyenne-là, elle va payer plein pot. Le riche qui a mis directement son argent dans une entreprise parce que c'est une entreprise familiale et qu'elle crée des énormes bénéfices et qu'il en a une plus-value, il ne paiera pas d'impôt. Est-ce que c'est juste? Non, une fois de plus, c'est pas juste. C'est ça qui est ahurissant. Ce qui est ahurissant, c'est que le mouvement réformateur, de manière générale, en fait la NVA aussi, ceux qui le défendent, c'est les plus grosses entreprises. Donc on a juste été en fait en réalité aujourd'hui chercher un tout petit peu d'impôt chez, et en fait on va dire plutôt la classe moyenne supérieure, eux vont payer effectivement un petit peu d'impôt avec
plein encore d'exemptions. Mais de manière générale, par contre, les plus riches de la société vont être complètement immunisés de cette nouvelle taxe des plus-values. Je remontre ça parce que je crois que c'est le plus important. Ça, c'est scandaleux. Plus on est riche, moins on paye d'impôts, et c'est ça qu'il faut corriger. Ça veut dire qu'il faut baisser, je le redis, la taxation sur le travail pour en fait tous les travailleurs, et il faut aller chercher de l'argent sur le patrimoine mobilier, c'est le cas ici, la taxe des plus-values, mais il faut aller beaucoup plus loin, mais surtout immobilier, parce que c'est ça le plus grand facteur d'inégalité en Belgique. Et voilà, troisième sujet du jour, on va attaquer le travail de nuit, et je vous le disais, plus généralement, ça touche aux conditions de travail des travailleuses et des travailleurs, et ça s'inscrit dans une logique ultralibérale du détricotement de ces droits, et on va regarder le cas du travail de nuit maintenant. Alors, ce que l'on a fait, c'est changer le début de la nuit, simplement. On a simplement changé le début de la nuit. Oui. Mais oui. On a modifié le début de la période et la fin de la période, et puis voilà. Ce n'est pas supprimer la rémunération du travail de nuit, c'est modifier les conditions d'exercice. Ah ben voilà, on n'a rien supprimé du tout, on a juste un peu changé les conditions, mais sauf qu'en fait, en changeant les conditions, on a tout changé. Pour essayer d'être clair là-dessus, le travail de nuit aujourd'hui, quand vous étiez un travailleur ou une travailleuse, à partir de 20 heures, vous aviez un sursalaire, vous pouviez avoir un sursalaire. Et on estimait pourquoi 20 heures, parce que, en fait, le travail de nuit, je sais pas moi, 20 heures c'est la nuit, non? En fait, tout le monde a mangé à 20 heures, donc oui, c'est le début de la nuit. C'est le moment où on est censé être en famille, avoir mangé, et passer un peu de temps dans sa famille ou avec ses amis, enfin bref, avoir du temps pour soi. Ce qu'ils ont fait ici, c'est décaler le début de la période de nuit à minuit. 4 heures plus tard, quand même. Ça veut dire que quand vous travaillez, par exemple, 8 heures, de 20 heures jusqu'à 4 heures du matin, en fait, aujourd'hui, vous n'allez plus travailler que 4 heures avec un sursalaire plutôt que les 8 d'avant. C'est considérable, évidemment. Vous allez perdre quoi? On va dire que vous allez perdre la moitié de votre sursalaire. Le sursalaire, c'était une compensation pour le fait que vous travaillez à des heures qui sont en fait beaucoup plus difficiles, d'abord en termes de rythme de travail, mais aussi en termes de vie sociale. Et c'est ça qui disparaît. Donc en fait, quand ils rigolent là, à la tribune et qu'ils font « Ah, mais on n'a rien changé du tout », en vérité, ils sont en train d'avoir détricoté complètement les droits des travailleuses et des travailleurs. Et puis surtout, ce qu'ils sont en train de créer, c'est un changement pour les nouveaux contrats, c'est-à-dire pour les nouvelles personnes qui vont être engagées. Donc dans les entreprises, on va avoir les anciens et les anciennes travailleurs qui, eux, vont encore avoir un régime de nuit jusqu'à 20 heures, de 20 heures jusqu'à la nuit. Et puis il va y avoir les nouveaux qui vont commencer à minuit. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Petit à petit, on va expliquer aux anciens contrats. Écoute, tu nous coûtes quand même un peu plus cher, va falloir qu'on se passe de toi. Et on va engager des nouveaux. Donc on va avoir une perte d'emploi, une perte d'expérience, et une mise en concurrence des travailleurs et des travailleuses entre eux, parce qu'en fait, dans le nouveau régime, ils vont pouvoir commencer à minuit. Madame Thémon, Monsieur Bilmez, Monsieur Van Quickenborn, vous me parlez du travail de nuit. Et donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. On aura l'occasion d'en débattre dans les mois qui viennent. Et donc, il n'y a pas de texte précis sur lequel je peux répondre. Mais non, mais vous me demandez d'interpréter des textes qui n'existent pas. Donc, le CNT remettra un avis. Eh bien, que le CNT remette un avis, Monsieur Van Quickenborn. Alors ça, c'est une technique qu'on entend tout le temps par rapport à la droite, c'est de dire « Oh oui, mais il faut quand même attendre les textes ». C'est vrai qu'il faut attendre les textes. Évidemment qu'il faut attendre les textes pour être précis, pour avoir une opposition juste, pour pouvoir être correct dans ses critiques. Mais tout ce qu'on dit ici, c'est ce qui est déjà dans la déclaration du gouvernement. C'est dans l'accord Arizona. Donc on n'invente rien. Puis c'est des éléments qu'on voit déjà poindre dans les négociations, puisque avant qu'un gouvernement arrive au Parlement avec un texte, en fait, il y a toute une procédure qui fait qu'il doit aller faire de la concertation sociale, mettre déjà en discussion le texte et ainsi de suite. Et donc, en fait, les informations, souvent, elles apparaissent avant, même si les textes sont pas encore précisément là. Et c'est une technique que la droite utilise toujours, c'est de dire « Ah non, mais ne râlez pas trop, parce qu'en fait, on ne peut pas, vous ne pouvez pas. » Oui, mais si on sait déjà quelles sont les intentions, on a le droit d'interroger sur les intentions, on a le droit surtout d'interroger sur le fait que, mais est-ce que vous êtes prêt à détricoter le droit des travailleuses et des travailleurs comme ça? Et on ne peut pas juste se cacher derrière une histoire de il y a du texte ou il n'y a pas de texte. Ça c'est vrai, mais c'est un détail par rapport aux intentions générales qui elles sont connues, elles ne sont même pas démenties. D'ailleurs, il ne dément pas ici, il ne dément pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'objectif, pour répondre à la question de M. Bilmez, c'est qu'en fait, l'objectif, c'est de permettre à de nouveaux secteurs de pouvoir aussi travailler la nuit, parce qu'aujourd'hui, c'est interdit. Et donc, à part les exceptions qui peuvent travailler, on a malheureusement toute une série de secteurs qui ne peuvent pas le faire. Et donc, en supprimant l'interdiction, on va permettre à de nouveaux secteurs de pouvoir travailler de nuit. C'est aussi simple que cela.
Ben donc déjà, c'est très différent de ce que disait Pied-de-Bœuf à la tribune. Hein. Pied-de-Bœuf à la tribune, il dit « On a juste changé les heures de début ». J'ai déjà expliqué pourquoi c'était en fait, franchement, une attaque contre les travailleuses et les travailleurs et contre les conditions de travail, mais surtout là maintenant. Il dit on n'a fait que ça, mais ici, tu as le ministre Claraval qui dit déjà ah non, en fait, on n'a pas tout à fait que ça. On a aussi vachement élargi les domaines où ça va pouvoir s'exercer. C'est-à-dire qu'en plus, il va y avoir dans plein de nouveaux domaines l'autorisation du travail de nuit. Alors à nouveau, est-ce que c'est nécessaire à notre économie aujourd'hui, au fonctionnement de notre économie? Mais peut-être. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas imposer ces conditions de travail-là à des travailleuses et à des travailleurs parce que ce seront les plus précaires qui n'auront pas d'autre choix que d'accepter cela. Mais si on sort un peu du travail de nuit spécifiquement, ce qui est en fait fondamentalement scandaleux dans l'approche du gouvernement aujourd'hui, c'est vraiment cette idée de la flexibilisation du milieu du travail. Alors c'est un mot qui sonne bien dans plein d'oreilles. La flexibilisation, bah oui, il faut flexibiliser parce que le monde change et c'est compliqué. Mais bien sûr qu'il faut effectivement faire évoluer le cadre du travail, il faut permettre parfois des nouveaux types de travail. On voit bien par exemple que il y a des années, les gens ils voulaient tous travailler dans leur bureau, avoir leur espace, et qu'aujourd'hui il y a plein de jeunes qui sont plus nomades, par exemple, qui ont plus envie d'avoir un rapport au travail qui est un peu différent, d'ailleurs qui ont envie de retrouver plus de temps pour soi, de travailler moins, de pouvoir s'organiser différemment. Donc oui, bien sûr, il faut pouvoir faire adapter ces conditions de travail. Mais il ne faut pas systématiquement et uniquement vouloir le rabotage par le bas, parce que c'est fondamentalement ça qui se passe aujourd'hui. Ça va être par exemple des flexi-jobs. Alors les flexi-jobs, est-ce que ça n'a pas de l'intérêt dans certains secteurs? Mais oui, bien sûr que ça peut avoir de l'intérêt dans certains secteurs. Mais pourquoi est-ce qu'il faut fondamentalement que le travailleuse et le travailleur qui va aller faire des petites heures par-ci par-là soit moins protégé? Pourquoi est-ce qu'on doit faire des cadeaux aux entreprises? Parce qu'à nouveau, évidemment, si des flexi-jobs, ça coûte moins cher qu'un travailleur ou qu'une travailleuse, qui est-ce qu'on va engager? Des flexi-jobs. C'est la même chose avec le travail étudiant. Quand on augmente à 650 heures le travail étudiant, par exemple pour les étudiants qui sont inscrits, le nombre d'heures totales qu'ils peuvent faire, mais pour une entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va engager des étudiants plutôt que des travailleuses et des travailleurs. Est-ce que c'est grave en soi? Ben non, moi je suis content qu'un certain nombre d'étudiants puissent bosser s'ils ont envie de bosser. Mais aujourd'hui, eux, comme ils sont poussés à la précarité parce qu'ils ne s'en sortent plus pour payer leur logement durant leurs études, ils sont obligés de travailler au détriment de leurs études par ailleurs. Le fait qu'on ait augmenté à 650 heures ne fait qu'accentuer cette pression. Mais surtout, à la fin, est-ce que vous avez vu par exemple le prix au supermarché baisser? Parce qu'on paye moins les travailleuses et les travailleurs qui travaillent. Mais est-ce que vous en avez pris un avantage? Non. Qui a pris un avantage à votre avis? Le patron, les actionnaires. Il n'y a qu'eux qui ont pris un avantage de cette situation. Ça n'a rien amélioré dans le coût, par exemple pour le client final. Donc on voit bien que c'est du lose, lose, lose comme type de méthode. Et c'est vraiment ça qu'on est en train de mettre en œuvre dans les différents secteurs du travail. Et à nouveau, on va me dire, ouais, mais les impôts en Belgique sont super élevés. Mais c'est vrai que les impôts sont super élevés. Mais les inégalités, elles sont les plus élevées. Donc effectivement, est-ce que pour une petite PME, par exemple, il y a trop d'impôts sur un petit travailleur et une travailleuse? Oui, sans doute, il y a trop d'impôts. Les impôts arrivent trop vite. Mais à nouveau, la réponse à ça, c'est pas de baisser ces impôts et puis voilà. C'est de baisser ces impôts-là pour qu'effectivement, ça coûte moins cher d'engager un travailleur, ce qui permettra peut-être aussi d'ailleurs de créer plus d'emplois dans plein de secteurs où on en a besoin. Mais il faut aller chercher l'argent là où il est. Il faut aller le chercher dans le patrimoine des ultra-riches, dans les gens aujourd'hui qui possèdent des centaines de millions, voire des milliards. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le nombre de millionnaires et de milliardaires ne fait qu'augmenter en Belgique, et qu'on voit bien que la richesse, elle est en train de se concentrer dans le plus en plus de peu de mains. Et si la richesse, elle se concentre là-dedans, la richesse, elle vient bien de quelque part, elle vient de chez vous. Bon ben voilà, je crois qu'on a fait le tour pour ce 5e numéro de décryptage. J'espère que vous avez pris du plaisir à le regarder. Surtout, essayez aussi, et c'est mon objectif à moi, bien sûr, je vous donne un avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, j'essaie d'éclairer les choses, mais j'essaie de le faire objectivement. Et après, j'applique une grille d'analyse qui est la mienne, qui est celle de vouloir avoir une société plus juste, plus émancipatrice, où chacun trouve sa place. Ça, c'est mon choix personnel, vous n'êtes pas obligé de le partager, et on peut en discuter. Mais par contre, ce que j'essaie surtout, c'est d'expliquer quand même les choses et de vous donner les clés de compréhension, ce qui vous permettra de vous faire votre propre opinion. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à le regarder sur Instagram, à le regarder sur YouTube, à vous abonner à ma chaîne. Donc ça, c'est vraiment super et je peux que vous encourager à le faire. J'espère que ce sera encore le cas avec ce numéro. Et puis, je vous dis à bientôt pour le 6e. Ciao!